J'ai envie de dire... 3 mots. C'est jamais la chose la plus difficile quand on a côtoyé quelqu'un et d'écrire la personne en 3 mots. S'il y a un seul mot, pour moi, ce serait avant-gardiste. Il est envahi par beaucoup d'émotions qu'il essaye de confiner dans son corps, mais qu'il trahit ou qu'il traduit dans son travail artistique. C'est un explorateur sensible. Il doute de ce qu'il fait, malgré, même si on lui dit que c'est génial, il va continuer à douter. Et je pense que son principal moteur réside dans ça. Et c'est pour ça qu'on va voir qu'il y a un renouvellement permanent dans son travail. Donc il ne va pas se satisfaire du regard de l'autre. On ressent finalement à travers son travail l'homme qui a l'air d'être un homme bon en fait. C'est quelque chose qui m'est apparu quasiment tout de suite et finalement qui s'est vérifié après l'avoir rencontré. C'est un paysan urbain, mais également il travaille à la manière de nos pères fondateurs qui ont jeté les bases de notre art noir. C'est quelqu'un d'absolument exquis dans ce qu'il fait. Complètement artiste, quoi. C'est quand tu l'abordes que tu comprends que c'est une personne spéciale. Mais ce qu'il est en train de faire maintenant, je ne sais même plus quoi dire. C'est du quelque chose, vraiment. Et mon enfant, là... C'est difficile de vraiment remonter et trouver exactement à quel moment on a vraiment eu cette prédisposition à la chose artistique. J'ai grandi comme ça en traversant le primaire avec cet amour du dessin que dans le programme scolaire, c'est-à-dire moment où le maître demande aux élèves de dessiner quelque chose. Et donc ces moments-là étaient vraiment les moments que j'appréciais le plus. C'était où je ne m'ennuyais pas. Dès son bas âge, il aimait beaucoup dessiner, fabriquer les choses. Tantôt, le truc de raffia, là, il fabriquait soit des voitures. Et dans l'enfance, quand il allait à l'école, dans son cahier de géographie, quand il sortait les croquis, c'était toujours impeccable. C'était comme s'il avait calqué dans le livre. Quand il te sort l'os, c'est pas ce que nous on sort, ça ne donne pas. Chez nous, ça ne donne pas, mais lui, quand il te dessine l'os, c'est comme s'il avait calqué. Parfois, je me disais qu'il a triché, il a calqué. Mais c'est quand j'ai regardé, j'ai pris le temps de regarder comment il dessinait, que j'ai cru que vraiment, c'est lui, il fait quelque chose. Si j'ai commencé par le dessin, c'est tout à fait de manière naturelle par rapport à l'environnement où je vis. Moi, j'ai vécu dans une famille, mon papa était fonctionnaire. Mon père nous amène balader et moi, personnellement, il est attentif à ce que je fais, à ce que je désire. Il m'amène à l'artisanat, au musée. Et c'est là que je découvre les statuettes, les sculptures. Son tout premier tableau était le profil du roi Njoya et le roi Seydou, qui est le père du roi Mbongo actuellement. Et quand ma maman est venue, la princesse dont je suis héritière, quoi, quand elle est venue me voir à Bafoussam, en ce temps-là on était à Bafoussam, mon mari était directeur d'école d'infirmiers diplômé de Bafoussam. Bon, on était là-bas, elle est venue me rendre visite. Arrivé, il a fabriqué ça. Maman a dit non, il faut que je t'emmène voir le roi même.
Le roi Jimolu Seydou était tellement content qu'il a pris les 2 tableaux. Il a exposé. Quand tu entrais à la porte d'entrée, tu voyais l'autre là-bas en haut de l'étage. À l'âge de 10 ans, il est allé avec maman, comme ma grand-mère est princesse. Elle est allée au palais avec notre grand-mère. Il a vu le palais du sultan. Il est rentré. Il a sorti la maquette du palais du roi Bamoun. Son grand-père était tellement ému. Il a pris cette maquette-là pour garder ça dans comment on appelle, dans le musée. Je me souviens, on était en train de... J'avais ma soeur qui était en train de... Je ne sais pas si l'aîné tressait, me tressait ou... J'ai oublié, mais je sais que Mina était en train de tresser, soit Jara ou moi. Et donc, j'ai trouvé en tout cette scène-là, c'est une sorte d'équilibre. Bon, il nous a dit, bon, faites comme vous s'il n'y avait rien. Je suis en train de vous dessiner. Parce que je voulais aussi, en même temps, réaliser des chefs-d'œuvre, mais aussi faire plaisir aux gens qui se reconnaissent dedans, quoi. C'est bien après qu'il nous a dit, regardez, il avait là fini de coller les feuilles, les écorces de bananier. Vraiment, c'était extraordinaire. C'est là où j'ai compris que non, c'est un génie. C'est un génie de l'art. Il peut aller loin. Ça n'a pas été un drame parce que tout le monde savait que c'est sa passion. Bon, papa était un peu inquiet, mais il savait que non. Comme c'est sa passion, il a laissé continuer dedans. Le peu qu'on lui donnait, on voulait qu'il essaie de continuer avec ça. Et il nous a supplié que vraiment, c'est quelque chose qu'il peut dire qui est dans son sang et qu'il aime beaucoup. Mon papa, comme je dis, c'était un intellectuel. Il connaissait ce qu'est l'art, un artiste. J'ai eu cette chance-là. Donc, mon comportement ne le surprenait pas. Quand j'ai pour le besoin d'avoir un matériel, ce n'est pas étrange pour lui. Je n'ai pas besoin d'expliquer. Tout ce qui caractérise là, le dessin, quand il avait besoin de ça, je l'amenais, je lui demande ce qu'il veut, j'achète pour lui donner. Je savais que ma maman finirait toujours par céder. Je peux même créer une chanson où je répète successivement la question, quoi. Et jusqu'à ce que, à un certain moment, elle se sent vraiment agacée. Bon, après son probatoire, on l'a appelé à Yaoundé de venir travailler. En fait, j'avais commencé à faire des choses très publicitaires sans m'en rendre compte. Et la première fois, c'était pour faire plaisir à un ami couturier. Un de ses clients a vu, et c'était pas n'importe quel client. C'était un monsieur qui possédait une entreprise de communication avec imprimerie et tout. J'étais à Douala, forcément, je commence à intégrer le milieu de l'art, rencontrer des artistes. À l'époque, il n'y avait même pas de galerie. Mais Douala existait déjà. Le premier souvenir de Salifou Lindou que j'ai, c'est un soir, dans le petit salon le petit appartement que nous occupions, Didier Chaube et moi. On sonne à la porte et c'est Salifou qui vient nous rendre visite.
pour simplement nous dire l'affection qu'il a pour nous. Et il vient avec un cadeau, une toute petite toile, de la peinture sur toile. On va visiter l'atelier qu'il occupait à l'époque. On commence à voir le travail qu'il fait. Didier Chaube a le sentiment que quelque chose d'intéressant peut se passer avec Salifou Lindou. Et donc cette première exposition, qui n'a pas grand-chose à voir avec ce que nous connaissions de lui avant, est une grande installation qu'il fait en intérieur-extérieur, avec une pyramide et des copeaux de bois sous la pyramide, qu'il fait en deux pièces, une à l'intérieur de l'espace, l'autre à l'extérieur. Et il y avait une dame qui vendait des cigarettes là à côté, je ne sais même plus comment elle s'appelle, Colette, qui le voit entrer, sortir, suer, installer son projet artistique. Et le soir du vernissage, il brûle la pièce qui est à l'extérieur. Et elle vient le voir et lui dit « Toute la souffrance que j'ai vue de toi là, pendant que tu faisais ce travail, moi j'ai toujours pensé que les artistes faisaient ça parce qu'ils n'avaient rien d'autre à faire, mais je vois que c'est un vrai travail. » Et en fait, il nous explique qu'il est très sensible à l'écologie, à la nature, etc. Et il est dans une colère face à tout ce qui se produit dans ce Cameroun, la destruction des éléments naturels, etc. Et donc, détruit pour détruit, il brûle pour interpeller. Venait d'être engagé dans une agence conseil en communication et dans laquelle il officiait déjà en tant qu'infographe. Si mes souvenirs sont bons, je le cherche dans les bureaux, je ne le vois pas alors qu'il était là il y a 5 secondes. Et c'est mon patron qui me dit non, il est dans son atelier. Quel atelier? Et c'est ce jour-là que je découvre qu'en fait, on était dans un duplex à 2 niveaux et donc au rez-de-chaussée, dans ce qui était l'ancien garage, qui était tout le temps fermé. Salifou avait installé son atelier et il préparait donc une exposition. Donc moi, par curiosité, je descends voir, mais attends, c'est quoi cette histoire dont tu es artiste? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ces tableaux? C'est quoi l'expo? C'est une exposition à l'Institut Goethe. J'arrive en 82, 83 et 95, je suis en train de faire une exposition collective. Et c'est dans cette exposition collective que je rencontre le directeur du Goethe et qui voit mon travail et me demande s'il peut aller voir mon atelier, alors que c'était la première œuvre sous forme de sculpture que j'avais fait. L'année suivante, je me retrouve à Yaoundé, dans une autre agence où je travaille et je recommence à fréquenter l'Institut Goethe. Dès qu'il a vu les premiers travaux que j'ai faits, il a programmé ma toute première exposition qui a eu lieu en 1996. Moi, avant d'entrer dans cette agence, j'avais été journaliste culturelle, donc forcément ça m'intéresse, ce qu'il faisait, on commence à discuter. C'est comme ça qu'il me dit, bon, est-ce que ça te dirait de me donner un coup de main sur toute la com de mon expo, parce que je ne sais même pas par où commencer. J'ai donc aidé à monter la plaquette de l'expo, rencontrer des journalistes, des petites choses comme ça. Le gars de l'intérieur, parce que c'était une introspection. Je voulais faire une introspection de moi-même. Et ça, tout cela était orienté vers le moi, parce que je faisais un travail très abstrait. Je me suis retrouvée en train d'approcher son travail différemment parce que je le connaissais. Donc, ce n'était pas la même manière d'aborder l'art à travers d'abord l'artiste
Et après, à travers l'homme, là, ce qui m'intéressait dans son travail que je trouvais fascinant, parce que, je découvrais qu'il était plasticien. 2, j'adorais ce qu'il faisait. C'était mind-blowing, comme on dit. En même temps, c'était très sobre, très rustique. Parce que quand je dis mind-blowing, on peut penser que c'était... Non, c'était très sobre, très rustique, très roots. Et ça ne ressemblait pas du tout à la personne que j'avais en face. Et donc, j'étais fascinée par le contraste. Je pense que je l'ai aidé à donner des mots, à trouver des mots pour pouvoir expliquer son travail. Je pense que je l'ai aidé à se positionner dans son esprit. Je pense que je l'ai aidé à être en confiance dans un milieu où il accédait pour la première fois. Et avoir des arguments, avoir un vocabulaire, avoir un bagage, comment je peux dire ça, mental et psychologique et moral pour pouvoir être à l'aise dans ce milieu où il accédait pour la première fois. Je pense que c'est ça ma plus grande contribution. Peut-être que lui, il voit le texte et le travail, etc. C'est un tout petit bout de texte qui a été inspiré de ce que lui m'a dit, de comment lui, il expliquait son travail, qui est né des discussions qu'on avait, etc. Donc, oui, c'était peut-être une très belle synthèse de ce que lui-même il pensait, mais sans avoir forcément les mots pour le dire. En tant que journaliste, c'est mon travail de trouver les mots. Mon frère, Simon Ndjami, arrive ici en 1993 pour faire un numéro spécial de Revue Noire. Et il met Pascal Martin Tailloux en couverture. Ça crée au niveau de la scène camerounaise un tollé extraordinaire. Tailloux n'a même pas un an d'existence sur la scène. Quand je reviens et que je vois la scène camerounaise, je comprends pourquoi c'est Tailloux que mon frère a mis en couverture. Quand moi j'ouvre la galerie, ce n'est pas l'ancienneté qui m'intéresse. Les Quinfax sont là, qui sont des maîtres incontestables. Ce qui m'intéresse, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et je pressentais en Salifou Lindou quelqu'un qui a quelque chose qui sort de l'extraordinaire. J'ai appris à connaître son travail, j'ai appris à le connaître lui. Et ça a débouché sur fin 1997, l'envie de faire une exposition. Et le thème de l'exposition, je crois, c'était Urban Roots. Malindiam, d'ailleurs, quand il venait négocier l'expo avec Lindou à Douala, c'était dans mon atelier. Après, je me souviens, nous sommes allés à un tarot non loin de là. Et on a fumé un gros cigare qui est sorti de la poche de Malindiam. Lindou devait aller en résidence là-bas et il a créé toutes les œuvres en résidence africaine. Et ça aboutit à un travail vraiment pour 1998 très remarquable. Et je crois qu'un travail fondateur qui a marqué toute la scène des arts plastiques au Cameroun et qui a marqué tous les artistes plasticiens et l'univers du monde de la culture. Kwame Tawadji avait écrit dans le livre d'or « Tant pis pour ceux qui copient Lindou ». Tant pis pour ceux qui copient Lindou. Tout à l'heure, je t'ai dit Lindou. Non, parce que tous les artistes ne faisaient que le suivre. Oui, mais après il vous déroute avec il ressort. Quand on dit urban route, c'est les racines urbaines. Vous voyez, ça dit qu'il s'est bien amusé. Ce roots-là, c'était ce fond d'âme, ce fond de personnalité, ce fond d'identité à rechercher et à construire aussi. L'héritage que nous avons de la ville, du blanc et de l'Afrique profonde d'où nous venons,
On ne peut pas s'affronter à l'autre brusquement. Il faut donc utiliser à la manière de nos ancêtres qui symbolisaient la vie. Après cette expo, nous sommes allés à la rue de la Joie de Yaoundé, qui est actuellement la pharmacie de l'intendance. Nous sommes restés là jusqu'au matin. À 6 h, d'autres ont pris le bus pour Douala. Et moi, je suis resté avec Lindou jusqu'à 6 h le matin. Et nous sommes allés dormir à Bastos. C'est une de ces tentes. Le soir, avec 14 h, 15 h, on se retrouvait à Afrique Réa et il y avait déjà 8 ventes. Donc cette œuvre à Newbel en plein air, en espace public, a cette particularité d'être une pièce, c'est un rectangle, c'est une tour, la tour, je ne sais plus comment il l'appelait, dont les murs, les parois, les façades sont fabriquées avec de la tôle qui a déjà une histoire, qui a déjà vécu. Et ce que j'aime beaucoup dans la manière dont il a travaillé ce projet, c'est Salifou est quelqu'un qui, malgré quelquefois des difficultés de prise de parole, est très attentif à la relation à l'autre. Et ces tôles en métal rouillé, il les a échangées avec des personnes qui avaient ces tôles sur leur toiture contre des tôles neuves. Et il entreprend là une négociation, une discussion. Et ce n'est pas un artiste qui crée un objet dans l'espace public, c'est un artiste qui crée une relation avec des individus, des personnes humaines, au travers de ce travail artistique. Donc ce travail-là de resociabilisation, ce travail de communauté, micro-communauté, macro-communauté, ce travail de construction d'identités nouvelles, ce travail de recherche, d'enracinement, je crois que c'est une préoccupation qui est constante chez Salifou Lindou. Vraiment, quand je regarde ce qu'il faisait dans les années justement 2000, au début des années 2000, il fait partie des premiers artistes qui, avec Joël Pado, se sont intéressés à la tôle. Et donc, ils étaient sur Douala, ils étaient, on va dire, ceux-là qui avaient justement réussi à dompter le travail sur ce matériau qui n'est pas du tout des plus aisés à dompter. Par la suite, un grand nombre d'artistes ont intégré la tôle dans leur production artistique, dans leur création, ou ont pris la tôle comme support. Mais la première personne qui a fait ça, c'est Salifou Lindou. Bref, il a expérimenté tout ce qu'on pouvait faire avec la tôle. Et je trouvais ça sympathique. Et je trouvais, en même temps, ça traduisait aussi un caractère, quoi. Il habite à Bonamti Daïdo. Et nous avions décidé en 2010 que nous allions faire travailler des artistes dans leur lieu de vie, dans le quartier dans lequel ils évoluaient. Après avoir accueilli chez lui également un artiste extérieur français, Lucas Grandin, ils vont dialoguer pour la pièce que Lucas Grandin va offrir, qui est sans aucun doute le fruit d'une réflexion avec Salifou. Lucas nous fait un jardin sonore qui est aussi très en angle droit, etc., avec des cubes encastrés les uns les autres. Et Salifou nous fait une pièce face à l'eau qui est très colorée. Il a eu une période très très colorée, une installation qui va être un paravent pour masquer la nudité des pêcheurs lorsqu'ils reviennent du fleuve après la journée de pêche ou la soirée de pêche. Je croyais que Lindou allait s'écrouler, mais il a surmonté cette épreuve et je ne sais pas comment il a fait. J'ai plus, tu sais, quand ton père, quand tu apprends que ton ami a perdu quelqu'un, tu compatis en pensant souvent à la personne qui est partie. Mais dans le cas d'espèce, c'était plus
Est-ce que Salifou va résister à ça? Sa femme lui avait apporté une certaine stabilité qui lui permettait de pouvoir poursuivre sa carrière d'artiste en étant en cohérence. Donc elle a accepté Salifou comme homme et Salifou comme artiste. Voilà, ce qui n'est pas toujours évident lorsqu'on est un artiste ici et qui vous laisse la latitude de pouvoir poursuivre son travail en étant extrêmement libre. Elle a accompagné dans les aspects où il était faible, notamment dans la communication de son travail. Tout d'abord, que son âme se repose en paix. Parce que c'était une fille que j'aimais beaucoup. Et elle nous aimait, qui partageait avec nous tous, très gentille. C'est vrai que les bonnes choses ne durent pas. Ma maman me dit, comment tu vas laisser ton frère comme ça? C'est ton ami. Moi, j'ai parlé fatigué. Je lui ai dit qu'il épouse une femme. J'ai déjà parlé fatigué. Comme vous êtes trop liés là, comme tu es sa sœur chérie, essaye de lui parler. C'est comme ça que j'ai appelé Salif. Il me dit, bon, comme c'est toi qui le dis, cherche-moi une femme. Je lui ai dit, bon, donne-moi tous les critères. Comme vous les artistes là, vous êtes bizarre. Il m'a dit ceci, je veux une femme noire. Les femmes brunes, ce ne sont pas mes affaires. Je veux une femme mince, grande et plus grande que moi. Je veux une femme, si elle n'a pas trop étudié, c'est le bac. Je veux une femme qui sait bien faire la cuisine. J'ai commencé à chercher les filles de mes amis, les cousines de mes amis. Après, j'ai dit, mais bon, Aïcha, elle est noire, grande, mince, très religieuse, intelligente, elle parle l'anglais, elle parle français, elle parle espagnol. Aïcha a dit, ok, si c'est toi qui m'as choisi mon nom, j'accepte. Bon, c'est comme ça que j'ai présenté Aïcha. Je les ai isolés quelque part, ils ont causé. Je peux dire que la main de Dieu était sur ça. Ils sont sortis la main dessous, dessus. Elle a accouché sa première fille. Quelques années après, le deuxième est arrivé. Et c'est le troisième qui l'a emporté. La mort de Aïcha, en fait. Je peux dire que je n'ai jamais eu mal de ma vie. Le jour où on m'a appelé pour me dire que Aïssa est décédée, c'était comme si le ciel me tombait sur la tête. Parce que je l'ai vue grandir. Elle était très, je ne sais pas, elle était comme un ange qui est venu illuminer notre vie et partir. Je me posais la question, comment il va faire l'enfoiré pour se tirer de là. Il a bien géré ça et une fois de plus, je pense que les gosses l'ont beaucoup aidé dans cette reconstruction, quoi. Parce que je préfère parler de reconstruction. Ouais. Parce que j'imagine un peu ce qu'il a traversé. Ça, c'est des choses pour des gens comme nous qui avons la tête dans les nuages et qui ont confié à leurs femmes de les maintenir les pieds au sol. Quand tu perds, c'est comme une montgolfière, tu vois. Tu as toujours tendance à croire que ça va partir. Et heureusement,
Là, il a été fort, là, il m'a bluffé, quoi, tu vois. Là, il m'a bluffé. De reprendre l'éducation des enfants tout seul, de se réinventer, de survivre à ça, avancer et continuer à créer et d'être l'homme qu'il est aujourd'hui, tu vois. Je dis, bah écoute, Dieu est grand, quoi. C'est vrai que Salifou a le même problème que la plupart des hommes de son âge ont, c'est qu'on ne les a pas élevés pour être des hommes de maison. Donc c'est des trucs qui sont improvisés avec la vie parce qu'il doit être le père, la mère, apprendre à faire la bouffe, des trucs comme ça. C'est des trucs qui sont venus avec le temps. Des trucs qui sont, on ne va pas le mentir, qui sont difficiles à faire accepter à un homme de son âge. C'est moi qui ai souvent beaucoup amené les sujets concernant sa femme parce que je sais que plus il en parle, plus il y a un espèce de détachement, plus il guérit. Parce que tout garder à l'intérieur, ça nourrit une espèce de frustration et de douleur. Dans sa pudeur, après le drame qu'il a vécu du décès de son épouse, qui était une personne qui lui a permis d'affirmer encore une fois son statut d'artiste, c'est pas son statut, son âme d'artiste, envers et contre tout. Et il a été accompagné par cette personne qui, elle, sortait complètement de son univers. C'était pas une artiste, elle ne fréquentait pas les milieux artistiques avant de le connaître. Et elle l'a accompagné. Et après le décès de cette épouse, nous avons eu, je l'ai invité à présenter un travail ici. Et il était parti sur quelque chose qu'il avait envie de présenter. Mais on a eu quelques moments à nous de conversation et je lui ai dit, écoute, tu es passé par quelque chose de particulier. Tu ne peux pas faire comme si ça n'était pas arrivé. Tu ne peux pas, après ça, ta première exposition, après ce drame, tu ne peux pas faire comme s'il ne s'était rien passé. Donc moi, j'aimerais bien que tu témoignes de tout ça. Living Together était tout un travail autour de la mort avec des échelles qui mènent vers là-haut, avec des personnages qui étaient un peu lugubres, mais c'était quand même entouré d'une certaine couleur, mais des couleurs éteintes, qui contrastent avec les couleurs vives qu'il avait l'habitude de faire, ou de ce choix du matériau brut qu'il respectait. Donc c'était des couleurs éteintes, volontairement éteintes, sauf l'installation en hommage à son épouse défunte, qui était un bouquet de fleurs roses, avec une odeur de rose. C'était un coin qui pouvait être un lieu, un espèce d'hôtel en hommage à son épouse. Et c'était magnifique. Voilà. L'exposition, au-delà d'être inspirée de la relation de Salifou Lindo à son entourage, arrivait au moment où le Cameroun passait depuis quelques mois par la crise anglophone. Cette crise anglophone a beaucoup influencé esthétiquement le travail de Salifou Lindo. Techniquement, Salifou Lindo va utiliser la gravure d'une autre manière en y alliant aussi une pratique, sa façon de traiter la peinture en général. Donc on a un très bon mélange, très équilibré entre la gravure et la peinture. On a une accumulation de personnages qui sont mis ensemble dans des décors qui incluent des fleurs, des pétales de rose. Je suis sûr, mais pour ça, il faut peut-être que ce soit le travail d'un critique, de voir après ça, dans la création, dans sa production artistique, tu vois, de ses œuvres, c'est quoi, qu'est-ce qui s'est passé après. Dans l'homme également, c'est clair. Après, il s'est mis à beaucoup dessiner. Voilà. Le dessin, je le connais très bien, est une forme d'exutoire, parce que je l'ai vécu en vivant dans la même chambre avec lui.
on était hors du Cameroun, on était loin, il faisait froid, on était à Strasbourg. Et dans les périodes où il est extrêmement déprimé, le dessin est sa porte de sortie. Voilà, donc, et je pense que c'est par là qu'il a redémarré. C'est devenu beaucoup plus léger et beaucoup plus profond. Parce que le trait chez lui, c'est une forme d'exitoire. Et je pense qu'on retrouve encore tout cet aspect du travail qui a démarré à la fin de cette période-là, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il fait aujourd'hui. C'est un esprit qui a été fortement marqué par ce que la société est en mesure de générer, ou à comment, en tout cas, les systèmes conçoivent ou permettent aux sociétés de se déployer. Et quand on voit, ce qui est intéressant avec lui, c'est que justement, il le fait, mais c'est très subtil. Et il n'y a pas, comme chez d'autres plasticiens, notamment de la nouvelle école picturale, ce caractère, on va dire, frontal. Avec sa discrétion naturelle, c'est un artiste qui aborde des sujets politiques. Quand il fait cette installation de la tour à Newbel, c'est très politique, parce que ça parle des conditions de vie de ces personnes qui sont enfermées. Mais ce n'est pas dit. Quand il fait la pièce unique qui sort de ce mur, il parle de la circulation comme balade plurielle, il parle de cet inconfort, il parle de la responsabilité finalement des pouvoirs publics sur les questions de circulation. Son engagement politique, ce n'est pas quelque chose qui vient du fait du hasard. C'est parce que dès son bas âge, il fait partie du cercle de la royauté de Fumba, donc c'est déjà une famille en soi qui est une institution politique quelque part. Et son papa l'habitue à lire des journaux, à lire des magazines et tout. Donc la culture de s'informer de l'actualité du pays n'est pas quelque chose qui est venu comme ça. Il y a une pièce où il a été beaucoup plus direct, beaucoup moins, il s'est beaucoup moins masqué derrière le geste artistique. Mais où il a affronté la question politique, c'est l'exposition Albatros. On se souvient, en 2012, il y a eu beaucoup d'arrestations, que ce soit du Premier ministre, jusqu'aujourd'hui, je crois que l'année 2012, on n'a jamais autant mis des membres du gouvernement, des directeurs d'institutions en prison comme cette année. Et quelque part, lui qui a l'habitude de s'informer, de suivre l'actualité, il s'est senti l'obligation de proposer quelque chose et de dire quelque chose. Il va nous faire une pièce, une occupation de l'espace magnifique, avec un avion de bois complètement reconstitué. Cet avion porte aussi dans ses ailes des images, et là il collabore avec un autre artiste qui va faire les images. Donc la collaboration avec les artistes, Salifou aime beaucoup aussi. C'est quelque chose qui le caractérise pas mal. C'est un travail multimédia, entre sculpture, peinture, et il va aussi faire des estampes, à partir desquelles on pourra effectivement, des gravures sur gravure, parce qu'il s'essaye à la gravure aussi à ce moment-là. Et c'est la première fois qu'il s'essaye à la gravure. Ensuite, il va développer encore des choses autour de la gravure. Albatros a été une des pièces majeures, je pense. Mais oui, c'est ça, ça a été une des pièces majeures que nous avons présentées ici. Mais à chaque fois qu'on présente le travail de Salifou Lintou, c'est toujours un travail majeur. C'est que sur ces toiles, il y avait toujours des lignes qui n'étaient pas forcément en angle droit, en réalité. Mais il y avait quand même toujours une espèce de grille qui était le signe qu'il avait besoin de se fixer des repères. Et c'était une manière pour lui d'acquérir un peu d'assurance et de savoir où il allait aller à partir de cela. Il fallait qu'il soit stable. C'était une recherche de stabilité, une proposition de stabilité. Il me raconte son enfance au village, à côté du grand-père, qui avait un petit enclos avec du bétail, etc. Et comment il jouait avec les lianes et les cordes de l'enclos. Et on retrouvait ce grillage avec sur ses travaux. On retrouvait cette esthétique, cette palette de couleurs de nos villages dans ses travaux. Donc là, j'ai pu comprendre. Et je pense que je l'ai aidé aussi à comprendre lui-même quelles étaient ses sources d'inspiration, parce que très souvent les artistes disent « oh c'est la vie, c'est l'amour ». Non, moi
J'ai du mal avec ce type de réponse et c'est trop vague pour être juste. Il a grandi à Fumban et moi aussi j'ai grandi là-bas. Donc je connais un peu la question des cordages par lequel son travail a démarré, d'où ça vient. J'ai toujours vu un lien dans son travail avec tout ce qui concerne l'architecture traditionnelle, le mobilier traditionnel, la question de l'assemblage, qui est une question peut-être qui me rapproche aussi de lui parce qu'au début quand je commençais, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. C'est-à-dire comment on assemblait les choses à partir du moment où il y avait, à une époque où il n'y avait pas de colle, il n'y avait pas de vis, il n'y avait pas de clous et tout passait par là en fait. Et tout l'environnement était constitué par ça. Les maisons, les concessions, les objets, les habits, tout passait par la question de l'assemblage, du tissage, des trucs. Et je pense que ça a influencé énormément le démarrage de son travail. La linéarisation de l'esthétique des dessins de Salifou, pour moi, de mon point de vue, c'est quelque chose qui est lié beaucoup à des gestes inconscients, des moments inconscients qu'il a vécu, que ce soit avec son grand-père. Il manipulait, il tordait les lianes, il amenait souvent Salifou. Il aimait beaucoup Salifou aussi. Et parfois, il amenait Salifou. Salifou le scarifiait souvent pour introduire des plantes médicinales contre le rhumatisme que son grand-père souffrait. Et c'est quelque chose qui a dû le marquer aussi. Déjà, il faut savoir que ces traits-là sont faits au pinceau, mais pas que. Souvent, il prend le canif. Il les fait. Souvent, c'est le cordage, les ficelles. Il les fait. Donc, il faut voir que vraiment, c'est pas que le hasard. Il tient à ça. Maintenant, si je pouvais spéculer, aller plus loin, c'est forcément une blessure. Quand on vient et c'est une blessure. Une blessure de quelle profondeur? Est-ce que c'est une blessure superficielle? Est-ce que c'est l'envie d'éventrer pour voir ce qu'il y a dedans? Un désir de créer avec la douleur. La douleur et le plaisir sont souvent liés. Donc la douleur de créer et en même temps le plaisir d'aboutir à un résultat qui lui permettait de lui-même, je ne sais pas s'il le regarde comme ça, mais je pense qu'il a toujours cette satisfaction du devoir accompli ou du travail bien fait. J'avais été tout de suite frappé par la singularité, l'unicité des traits de son travail, des traits qui ont l'air entremêlés, entortillés, desquels ressortent cette chair, ces regards, pour donner des personnages profondément humains, entre force, fragilité. Donc on ressent vraiment cette dualité. Quand l'artiste crée, il est porté par un ensemble de choses qui émanent de son être et qu'on ne va pas nécessairement rationaliser. Moi, je sors de la FM 94, donc là-bas, c'est que la musique, quoi. Il n'y a rien d'autre dans la tête que la musique. Donc, c'est par le biais de Cyril Efala. Parce que à cette époque, on marchait dans les petits groupes, tu vois. Il y avait une petite bande qu'ils appelaient les Nullards, où tu avais des plasticiens, des humoristes, des chansonniers, des hommes de théâtre et des plasticiens. Et moi, je n'ai fait qu'intégrer le groupe, quoi. C'est l'Institut Goethe qui va favoriser la rencontre entre Salifou et moi, si je peux dire. Donc c'était une période où il y a un nouveau directeur de l'Institut Goethe à l'époque qui s'appelait Peter Anders, qui arrive et il est très porté sur l'art plastique, il est très porté sur l'art contemporain. C'était très dynamique, tu vois, c'était très dynamique et il y avait des artistes au sens premier du terme, tu vois. Il y avait des rêveurs. Les arts se rencontraient. On faisait des spectacles de théâtre où on assimilait, où on intégrait des artistes peintres. On les utilisait pour réaliser le décor, les toiles de fond. Je me souviens même qu'à un moment, j'ai failli être un agent de Salifou parce que j'étais fasciné par le travail qu'il faisait.
Et que je commençais véritablement à comprendre parce qu'avec Salifou, on s'arrêtait aussi, on regardait des documentaires parce qu'il y avait des fois où on se retrouve et il me dit « Ah, il y a un documentaire sur tel plasticien, sur Picasso, sur machin, il faut à tout prix qu'on le voit, on n'avait pas de télévision. » Donc on allait s'asseoir dans un café pour regarder le documentaire qui passait sur Canal+. Tu vois, c'est tout ça sur Basquiat, sur Picasso. C'est comme ça que moi je découvre véritablement qu'est-ce qu'il y a derrière le milieu des arts plastiques. Et ce parcours que je veux dire initiatique, je le fais avec Salifou. Il faisait je ne sais pas comment il appelle ça, des petits trucs avec à l'eau. Tu vois, c'est des trucs que lui faisait pour rigoler. Mais après, on arrivait à vendre ça, ça nous faisait des sous pour la bière et tout le monde s'extasiait. Ouais, on en veut encore. Tu vois, ça c'était Salifou, ça c'était notre Salifou, tu vois. Je souris parce que je pense que l'un des tableaux les plus osés de Salifou, ça s'appelait Mon cul. Donc, on était bien jeunes à l'époque et je crois qu'il avait fait une toile où effectivement, je crois qu'il avait posé il avait posé ses fesses. Quand j'ai commencé les sculptures, je les faisais avec le soir on arrache le clou là, comment on enlève le clou là. Ouais, il arrache clou. C'est ça qui me servait de marteau. Quand Lindou m'a vu travailler, parce que c'est avant ça qu'il aille faire Africa. À Yaoundé, il a dit, Père Coco, je ne veux plus que tu travailles avec l'arrache-clou. Voici le marteau que je te donne. Ah, Lindou, ça les fout. FENAC, 1998, je reviens en arrière. On fait une évaluation ensemble. Les artistes de Yaoundé commencent à se plaindre de ce que, bon, ça s'est bien passé, mais les artistes de Douala ont de mauvaises habitudes. Ils sont toujours en train de sortir la nuit alors qu'il faut dormir la nuit, et dans la journée, ils ne travaillent pas comme nous. Nous, on a des horaires. Et je me souviens. Donc, chacun essaie de se défendre. Salifou prend son tour et on lui dit « Mais comment tu… » Et il essaie de trouver les mots pour expliquer leur manière de vivre. Et à un moment donné, et ça c'est Salifou, à un moment donné, il dit « Et puis ça me fait chier. Je travaille la nuit, quand on sort le soir, on travaille. C'est pas qu'on est en train de boire, on est en plein travail. Comment vous pouvez nous demander de rendre des comptes comme ça? Mais c'est quelle qualité d'artiste ?» En fait, c'est le seul qui avait un travail qui était rémunéré mensuellement, tu vois. Donc, c'était notre faroteur. On savait que chaque fin du mois, quand Salifou, il a son… Et il était super bien payé là-bas. Je crois à l'époque, il était dans les 200-250 000. Ce n'était pas rien. Ça, c'est des histoires il y a 23 ans que je raconte, quoi, tu vois. Et après, le mec, il nous dit, j'arrête de bosser. Tu as trouvé un autre job? Non. Alors, tu arrêtes de bosser, pourquoi? Non, ça me prend trop de temps parce que j'ai plus envie de me consacrer à la personne. Il dit, bah, attends, arrête tes conneries, quoi. Tu vas pas… Et il a arrêté le boulot, tu vois. Du coup, nous, on était tous dans la merde, alors. Comment le faroteur peut arrêter de taffer, tu vois? Mais ça, c'était Lindou, tu vois. Après mes expositions à l'Institut Goethe, Regarde l'intérieur africain, Urban Roots. Ensuite, je suis à la Biennale de Dakar. Je dois aller à un symposium en Allemagne. Ça crée vraiment des manques à gagner à mon agence. C'était vraiment une décision vraiment difficile, un grand risque que je prenais. Je suis entré vraiment dans une période de galère difficile où j'ai même passé des moments comme ça, sans abri. Quand je décide de ne plus travailler à l'agence, je sais qu'il y a des références, il y a des artistes qui ont réussi. Quand j'arrête de
de travailler, je suis déjà allé à la Biennale de Dakar. C'est un signe. Je suis dans la sélection officielle de la Biennale de Dakar. Et puis la Biennale suivante, j'expose au musée de l'IFAN. Je fais une grande expo avec la galerie MAM. Et puis petit à petit, tu commences à faire des ventes qui te permettent de tenir. Nous, on travaille avec beaucoup d'artistes donc, de la scène camerounaise, souvent des jeunes artistes. Et la plupart de ces artistes vont citer Salifou dans leurs inspirations, dans leurs modèles. La plupart nous sont aussi adorent le fait qu'on travaille avec Salifou et on ressent un profond respect pour cet artiste. Il accueille beaucoup d'artistes. Il est devenu même le mentor de beaucoup d'artistes. J'ai choisi les ateliers Lindo parce que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup plus sur la matière. Il ne reste pas uniquement sur un seul médium, mais il manipule la matière, les tôles et tout ça. Donc moi j'avais un souci de sortir des normes classiques enseignées à l'Institut des Beaux-Arts. Quand je décide de rencontrer Salifou ici, c'est vraiment une période dans ma vie où j'ai envie dans mon travail, j'ai envie d'approfondir. Je crois que la performance, je la pratiquais déjà. Salifou m'avait coaché déjà dans une performance et l'expérience dans laquelle il me coachait m'a décidé en fait à rester chez lui. La vie dans l'atelier de Salifou Lindou, c'était convivial. C'est vrai qu'on était dans un atelier dans son atelier à lui, un atelier de peinture et tout ça. Mais on n'avait pas trop l'impression d'être dans un atelier parce que c'était à la fois chaleureux, à la fois amical. Et à la fois, il y avait du travail à faire. Par exemple, que ce gant-ci soit un gant noir. Tu vois, avec par exemple, parce que c'est toujours contrasté le gant de boxe. Avec par exemple, peut-être la bande ici blanche. Travailler comme un gant de boxe, tu vois. Mais un gant de boxe. Je comprends très bien. Parce que les gants de boxe, les boxeurs ont des gants de couleurs différentes. Oui, je comprends très bien. Parfois c'est noir, parfois c'est... Moi je trouve que c'est intéressant. Oui. Par contre, il faut renforcer les volumes. Oui, il faut renforcer les volumes, que ce soit vraiment net dans l'endroit où les... Tu sais, le principe avec les personnages, c'est que c'est la tête. Jusqu'à au cou, un peu la poitrine comme ça. C'est là dans la tête qu'il y a concentration. Qu'il y a vraiment, et les membres, c'est les membres qui montent les transparences et qui dévoilent beaucoup plus. C'est une sorte de légèreté, tu vois. C'est bien que les volumes soient naturels. Regarde par exemple la fleur, ce qui traverse sur le biceps et sur le... Et contrairement à ce que les gens pensent, Salifou n'est pas le genre de professeur qui te demande de faire ci ou de faire ça. Ça veut dire que si toi-même tu n'as pas tes propres objectifs quand tu viens à l'atelier, tu risques de perdre ton temps à l'atelier. Si tu t'attends à ce qu'il te forme comme un académicien, non.
Mais c'est quelqu'un qui te donne la possibilité d'explorer tout ce que tu as envie d'explorer sans te restreindre, sans te contraindre. Moi, j'étais venu avec mes toiles, j'étais venu avec mes peintures. Je savais que je venais peindre. Mais à ma grande surprise, ça a été 1 mois et demi de discussion uniquement, de partage, de conseils. Et ça a été vraiment assez frustrant parce que j'ai dû m'extérioriser. J'ai eu l'impression à ce moment que pour moi, là, n'était pas réellement ce que je devais faire parce qu'il m'avait mis dans une situation où je me posais véritablement des questions sur ce que je suis en train de faire ou de ce que je suis, qu'est-ce que je suis réellement venu faire là. Il te montre, il essaie de te diriger, de t'orienter en fonction de tes questions. Et puis après, il te laisse développer la chose. De temps en temps, s'il sent qu'il y a un blocus quelque part, il essaie un peu de t'éclairer, mais sans corrompre tes idées de base. L'impact de la présence de Salifou dans mon travail m'a permis de me fortifier dans mon parcours en tant qu'humain d'abord, de me dire que une carrière d'artiste, c'est un projet de vie. Peindre, ce n'était pas ça pour moi la chose que j'ai vraiment gagnée lors de ces 1 mois et demi, mais c'était la confiance en ma personne, quoi, en tant qu'individu, qui était vraiment ce que j'ai réellement gagné dans ces 1 mois de stage. Et qui continue toujours à venir en aide aux jeunes étudiants que nous avons été, et surtout à nos cadets qui arrivent. Il y a beaucoup qui ont besoin de lui. Je souhaite pour Salifou qu'il ait une vieillesse heureuse, abondante, généreuse, avec tout ce que générosité peut englober, générosité dans l'amour, dans l'abondance financière, dans de voir ses enfants grandir, de pouvoir s'en occuper le plus longtemps possible et de profiter de la vie. Ouais, il faut que le rêve continue, tu vois. Il faut que le rêve continue. Tu sais, on a toujours pensé qu'on sera les plus grands dans ce que chacun avait choisi de faire. On s'était imposé une certaine exigence, une ardeur au travail qui fait que je suis un peu fier de voir ce que mon pote il est devenu et j'ai envie de lui dire, il y a encore de la marge, quoi. Tu peux encore progresser, tu dois être un peu ce qu'on s'était dit, tu dois être parmi les plus grands, quoi. Il y a encore de la marge. Ce qui me touche, ce qui m'émeut le plus, c'est qu'il a gardé la même humilité. Il a gardé la même... vraiment cette humilité. Et ça, je pense que c'est ça qui lui a permis de rester focused, de rester focalisé sur ce que lui, il avait à apporter au monde et de ne pas se perdre en conjoncture, de ne pas se laisser distraire. Salifou Lindou va devenir, et je souhaite qu'il le devienne, une notabilité du monde des arts plastiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le travail que vous êtes en train de faire là pour célébrer ces 35 ans participe aussi à cette distinction entre les maîtres, les apprentis et juste ceux qui font œuvre de compagnonnage. Il faut que l'art et la culture, dans nos sociétés d'aujourd'hui, prennent la place qui est la leur et toute la place qui est la leur pour faire autorité à tous les niveaux sociaux. Il faut que, aujourd'hui, et il est arrivé à ça, et les années qui lui restent, c'est pour parfaire ça. Quand il arrive, on ne le prend pas simplement pour un artiste, on le prend pour Monsieur Salifou Lindou, c'est-à-dire quelqu'un qui a une densité humaine, qui a un impact professionnel et qui a, en termes d'échelon dans la société, qui a atteint le top, qui force le respect et qui force la considération.
Go,